Vous êtes sur Mondico Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre grande édition du journal. Tout de suite, le titre de votre journal. Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé le jeudi 20 juillet 2023 au lancement officiel de travaux de construction de la cité de métier Moussala située à l'Institut agricole de Mombele dans la commune de Limete à Kinshasa. Un projet qui va contribuer à préparer l'avenir professionnel de la population congolaise en général et de la jeunesse en particulier. L'ouverture officielle de la réunion du comité de ministres de la justice de la SADC a eu lieu le jeudi 20 juillet 2023 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde devant tout le ministre de la justice de pays membres de la SADC, certains en présentiel et d'autres en vidéoconférence et plusieurs autres délégations. Le compte à rebours est lancé. Kinshasa vibre déjà au rythme de jeu de la francophonie. Les infrastructures sportives seront livrées dans le délai, soit 5 jours avant le démarrage du 9e jeu de la francophonie prévu du 20 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, a rassuré le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwi. Dans ce journal, il s'agit donc de Mike Issem, qui est secrétaire exécutif de l'ECD FUNA, avec qui nous allons décrypter quelques questions liées au processus électoral. Mike Issem, bonsoir. Bonsoir, monsieur Vini. Merci de nous avoir choisis pour décrypter avec vous l'actualité. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Place d'abord à l'actualité. Le jeudi 20 juillet 2023, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a posé la première pierre de travaux de construction d'une école de formation professionnelle dénommée la Cité de métier Moussala. Nous sommes là dans la commune de Limete, au quartier Mombele, un quartier réputé comme un grand foyer de jeunes désœuvreux et des Koulouna. Images et commentaires, suivez. Avec ce geste, Félix Tshisekedi Tshilombo a démontré sa préoccupation quant à la situation sociale des jeunes dont le taux de chômage est criant. Ce centre, entièrement financé par l'agence belge de développement Enabel, sera érigé au sein de l'institution agricole de Mombele de vieille bonne réputation. Cette cité dénommée Moussala va contribuer à préparer l'avenir professionnel de la population congolaise en général et de la jeunesse chinoise en particulier qui se démarque dans plusieurs dérives. À l'occasion du lancement des travaux, la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Mme Antoinette Kipulu, saluant l'engagement du chef de l'État Félix Tshisekedi, a inscrit cette action dans le cadre du programme Kin Emploi, projet salutaire qui apporte un appui conséquent au développement de l'emploi et de l'entrepreneuriat à Kinshasa. La construction du centre Moussala entre dans le cadre du projet Kin Emploi, un programme salutaire qui apporte, en collaboration avec le ministère de la Formation professionnelle et métiers, un appui au développement de l'employabilité et l'entrepreneuriat à Kinshasa. Il est vrai que si ce projet vise à accompagner plus de 5000 jeunes Kinois, dont 2500 à l'emploi direct d'ici 2025, il est prévu aussi la mise sur pied d'un dispositif pédagogique, technique et numérique pour rendre plus pratique la formation qui y sera dispensée. Quant à l'expertise, 3 filières principales seront organisées, notamment la transformation, l'agroalimentaire et l'apprentissage numérique dédié à la promotion agricole. Éventuellement, d'autres filières y seront proposées au fur et à mesure des besoins spécifiques de la ville de Kinshasa. Le coût des travaux de la cité Moussala est estimé à 10 millions d'euros pour un projet censé réduire le taux de chômage des jeunes de 15 à 25 ans, dont 50% sont des femmes. Le choix du quartier Mombele est évocateur et historique pour Madame la ministre. Ce site a l'avantage d'être stratégique car situé à la rencontre des 4 communes, Limete, Ngaba, Makala et Kalamu, confrontés au même fléau, à savoir l'alcoolisme, la drogue, la prostitution, la déperdition scolaire, le banditisme et la délinquance juvénile, pour ne citer que celle-là. Vu que c'est sur ce site qu'était érigé depuis 1959 par le Royaume de Belgique l'école cycloco des moniteurs agricoles,
M. Yohan Ndeke, ambassadeur de Belgique en RDC, a marqué le soutien de son pays à la vision du chef de l'État qui vise à valoriser le potentiel de la jeunesse congolaise. Je l'ai annoncé également dans l'ossature, la réunion du comité de ministres de la justice de la SADC a débuté le jeudi 20 juillet 2023 à Kinshasa, ici en République démocratique du Congo. C'est le premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde, qui a ouvert les travaux de cette grande rencontre qui reçoit plusieurs personnalités du pays et les délégations des États membres de la SADC. Ces assises ont comme objectif principal l'examen de projets d'instruments qui nécessitent une autorisation juridique avant d'être recommandés au Conseil des ministres et au sommet de la SADC pour approbation finale et adoption. Suivez. La capitale de la République démocratique du Congo a accueilli les délégations des pays membres de la SADC le jeudi 20 juillet 2023 pour la réunion du comité des ministres de la justice de cette organisation sous-régionale après plus d'une décennie, car la dernière fois que la République démocratique du Congo avait organisé un tel événement remonte à 2010. Parmi les participants à cette grande messe de la justice, il y avait des personnalités politiques, militaires, judiciaires, corps diplomatiques, membres du gouvernement, hauts fonctionnaires de l'État, personnel du secrétariat exécutif et autres invités qui se sont chargés de réfléchir et proposer des solutions qui permettront d'améliorer les conditions de vie des populations dans leurs pays respectifs. Rose Mutombo, ministre de la Justice de la RDC, a exhorté les participants à cette réunion d'aborder avec courage l'examen du projet sur l'emploi et le travail ainsi que le projet sur l'accélération de l'application des mesures visant à mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique dans la région de la SADC en 2023. Pour ce qui est du projet de protocole sur l'emploi et le travail, celui-ci vise entre autres la mise en place d'un cadre de coopération stratégique régionale sur l'emploi et les questions irrelatives afin de contribuer à l'amélioration des conditions d'un travail décent pour tous et de faciliter l'adoption des normes minimales et la réalisation des principes et des droits fondamentaux relatifs au travail dans la région. Il nous incombe donc de veiller à ce que le projet que nous allons examiner aujourd'hui prenne en compte les pertinentes préoccupations exprimées en son temps par des États membres. En lançant les travaux de ces assises, le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde a rappelé aux participants la nécessité d'une bonne coopération entre les pays de la SADC. Pour lui, les participants doivent aussi réfléchir sur le cadre juridique pour faciliter le règlement des conflits et favoriser des bonnes relations entre les pays membres de la SADC. A été rapporté, vos travaux vont également porter sur la mise en place d'autres instances de règlement des différends entre les États membres de la SADC. La résolution pacifique des différends, comme on le sait, est un pilier fondamental de la stabilité et de l'unité régionale. En renforçant nos mécanismes de règlement des différends, nous consolidons notre engagement en faveur de la paix, de la sécurité et de la coopération entre nos États. Les recommandations qui ont été formulées à l'issue de l'examen de ces instruments importants de la SADC seront soumises pour leur adoption et signature par les pays membres lors du prochain sommet des chefs d'État qui se tiendra au mois d'août 2023 en République d'Angola. Parlons justice à présent. Le leader politique du Sud Kivu et ancien ministre Justin Bitakwira a répondu à une invitation du parquet de la Cour de cassation le jeudi 20 juillet dernier. Cette invitation est en rapport avec le propos jugé incitatif à la haine ethnique que Justin Bitakwira aurait tenu au cours d'une mission au Bossolo na politique. Après son audition, Justin Bitakwira s'est livré à la presse pour expliquer son propre entendement de faits liés à ces déclarations. Suivez-les. J'ai été bien reçu par l'inspecteur qui m'a entendu, qui m'a auditionné. Ensuite, j'ai été reçu par le procureur général. Il s'agissait
de mon émission. Et j'ai fait à la télévision Barcelona Politique avec Mutombo Israël. Et j'ai dit à l'inspecteur que je ne saurais répondre aux différentes questions que vous allez me poser si vous n'avez pas encore lu le livre Holocauste au Congo de Charles Onana. Parce que je n'ai fait que commenter ce qui est écrit dans le livre Holocauste au Congo de Charles Onana. Quand vous aurez lu ce livre, nous aurons la même compréhension. Nous aurons la même compréhension. Sinon, dans le cas contraire, on risque de parler entre quelqu'un qui a des yeux et un borgne. Le dommage est que nous risquons de revenir dans la période de la colonisation, sans le savoir. Parce que quand on voit un ambassadeur de surcroît, qui n'a comme le ministre des Affaires étrangères, comme accréditaire, commencer à donner des injonctions aux membres du gouvernement, ça c'est un danger public. Et aussi, il ne faut pas ignorer que le malheur qui frappe la République démocratique du Congo, dans le livre de Charles Onana, l'Union européenne est complice. Toujours dans le même ordre d'idées, mais cette fois-ci une autre affaire. Le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolengue Tengue Baléa, a fait une mise au point le jeudi dernier autour de ce qu'il qualifie de mauvaise orientation de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien ministre des Transports et porte-parole de Moïse Katumbi, Chérubin Okende. Cette attitude relève du procureur général de la Cour de cassation, Firmin Vondé, qui a tenu un point de presse qui n'a pas rencontré les considérations du parti Ensemble pour la République. Extrait de sa mise au point dans cet élément. Suivez. République, une semaine après l'assassinat de l'honorable Chérubin Okende Senga. Une conférence de presse a été organisée par le procureur général près la Cour de cassation, M. Firmin Mbonde, au cours de laquelle des éléments de ces premières investigations ont été livrés à l'opinion publique nationale et internationale. Dans cet exercice, le procureur général annonçait que le député Chérubin Okende avait été tué par une balle tirée par l'arme retrouvée dans la voiture de la victime. Au lendemain de l'assassinat ou Dieu de l'honorable Chérubin Okende, soit le vendredi 14 juillet 2023, sur fond des éléments de la conférence de presse du procureur général près de la Cour de cassation évoquée ci-dessus, au terme du 104e Conseil des ministres qui s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, je cite, « La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a été chargé de prendre contact avec les autorités belges dont le Premier ministre lui a dit la disponibilité de son pays à déléguer ses experts. Les Sud-Africains pourront également être associés, disait le compte rendu du Conseil des ministres. En ce qui nous concerne, nous avons exprimé le vœu d'une enquête indépendante et impartiale avec le concours de la MONUSCO et de certaines grandes nations du monde, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada. Notre président national, arrivé à Kinshasa pour les deuils, a entrepris des contacts à cet effet. Pendant que tout le monde attend la mise en place de cette commission d'enquête, le procureur général près la Cour de cassation, M. Firmin Vondé Mambou, nous surprend par une nouvelle conférence de presse. Hier, mercredi 19 juillet 2023, il dévoile les résultats des travaux d'enquête sur l'assassinat de l'honorable Chérubin Okende Senga. À ce stade, l'attention des enquêteurs se focalise sur les gardes du corps du défunt et les déclarations ne seraient pas constantes sans qu'ils en dévoilent la nature. Nous exprimons notre indignation face à l'attitude et à la communication du procureur général. Pour nous, considérant la décision du gouvernement du 14 juillet 2023 qui appelle les garanties des experts internationaux indépendants, notre justice est dessaisie de l'instruction du dossier. Secondo,
L'autopsie n'a pas encore été pratiquée alors qu'elle est incontournable dans ces cas pour permettre de déterminer les circonstances de la mort, l'heure de la mort et la cause et les moyens utilisés pour causer la mort. Cette autopsie ouvrira les pistes vers les assassins et leurs commanditaires. Tertio, en droit congolais et en matière pénale, l'instruction préparatoire de l'enquête est secrète. Il est tout à fait troublant que le maître de l'action publique en personne, ici le procureur général près la Cour de cassation, annonce une conclusion selon laquelle l'honorable Chéribin est mort par balle, sans autopsie et sans enquête sérieuse. Comment peut-on violer de manière aussi éhontée le sacro-saint principe du secret de l'instruction? Voilà, comme je l'ai annoncé tantôt, un invité dans ce journal, il s'agit donc de Mike Kissem, qui est le secrétaire exécutif de l'ECD Funa, avec qui nous allons également commenter cette actualité. Vous venez de suivre le secrétaire général du parti de Moïse Katumbi. L'affaire Chéribin Okende commence à prendre des proportions un peu inquiétantes par rapport aux sorties médiatiques du procureur général près la Cour de cassation. À qui profitent ces crimes, selon vous? Merci beaucoup une fois de plus, M. Vini, pour l'invitation. Mais avant de vous répondre, j'aimerais d'abord présenter mes très sincères condoléances à toute la famille biologique et politique de l'honorable Chéribin Okende, assassiné lâchement par les ennemis de la démocratie et de la paix. Et je voulais souligner une chose, que non, cet acte ne doit pas rester impuni. Nous devons connaître les auteurs de cet acte odieux, afin qu'ils soient condamnés. Nous ne pouvons pas comprendre au moment où nous préparons les élections, on vient d'assassiner notre frère, l'un digne fils de ce pays. En tout cas, nous exigeons assez que les enquêtes puissent être indépendantes et d'éviter de faire les spéculations sur son assassinat. Et aussi, nous demandons que la justice puisse bien faire son travail, afin que la lumière jaillisse, afin que nous puissions connaître les auteurs de cet acte odieux. D'abord, mes très sincères condoléances à toute la famille biologique et à toute sa famille politique. Là, je vois Ensemble pour la République, que son âme repose en paix. Selon vous, comment analysez-vous ces jeux de ping-pong entre les camps Ensemble pour la République dont vous venez de suivre la déclaration ou la mise au point, allais-je dire, du secrétaire général d'Ensemble, mais également le point de presse du procureur général près la Cour de cassation? Non, mais vous savez, Chéribin Okende, il n'était pas le moindre à l'Ensemble. Il fut l'un des porte-parole de l'Ensemble. Et vu ce qui est arrivé, donc c'est tout à fait normal que son parti puisse faire la pression. Non, pas faire la pression, mais voir clair en fait sur l'assassinat de leur cadre, de leurs frères. C'est pour cette raison que vous avez vu la réaction de leur secrétaire général, Dieudonné Bolingin Tebe, qui ne veut pas, comment dirais-je, aller vite en besogne, mais il veut juste rappeler tout le monde à l'ordre, pour éviter, parce que ces derniers temps, il y a trop de conférences de presse autour de cet assassinat. C'est comme si les gens veulent distraire la population, tout ça, mais alors que je sais que nous exigeons qu'il y ait une enquête indépendante et que la justice fasse librement son travail pour que demain nous sachions réellement les auteurs de cet acte odieux qui est arrivé à notre cher Lorsque le gouvernement fait appel à des enquêteurs étrangers pour essayer de travailler sur cette question, quelle est votre analyse quant à ce? Oui, c'est bien, c'est une très belle initiative. C'est bien, c'est une très belle initiative. Ça, c'est déjà, il ouvre la voie à une enquête indépendante. Parce que c'est un assassinat, vous voyez. Donc, tout le monde, tous les Congolais voudront voir clair à ça. Et puis, s'il y a seulement une partie qui amène des enquêtes et que l'autre partie est étouffée, donc le résultat de cette enquête risque d'être biaisé. Et puis, les cas Chéribin Okende, je vous dis en tout cas, ça ne va pas passer comme ça. Ça ne va pas passer comme ça. Nous devons voir clair face à cela. Et nous n'allons pas reculer, même si aujourd'hui, il y a nos frères qui sont tués à l'Est, il y a des assassinats par-ci, par-là, les kidnappings. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons continuer. Ça, c'était juste peut-être pour les ennemis de la paix, comme je venais de le dire, et puis de la démocratie, pour faire peur à l'opposition. Mais rien, on ne va pas reculer, nous allons avancer.
Retour à l'actualité. À 8 jours de l'ouverture du 9e jeu de la francophonie, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a organisé une tournée avec le professionnel de médias sur les différents sites où se dérouleront ces événements. Cette visite était organisée pour permettre aux journalistes de s'y rendre compte par eux-mêmes de l'état d'avancement des travaux. La ronde a débuté par le stade de martyrs de la Pentecôte pour chuter à l'université de Kinshasa. Le détail avec Bijou Lumona. À moins de 10 jours du coup d'envoi de 9e jeu de la francophonie, la fièvre monte à Kinshasa. D'aucuns se posent la question de savoir où en est-on avec les infrastructures qui vont accueillir les différentes compétitions. Une question due au fait que sur certains sites, les travaux ont tout simplement débuté en retard, mais les entrepreneurs ont travaillé d'arrache-pied pour respecter les délais. À l'université de Kinshasa, l'un des sites visités ce jour, quelques athlètes et artistes ont déjà pris leur quartier sur le campus de l'université de Kinshasa. Pour le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, en organisant ces Jeux, la RDC est en train de relever un défi. C'était un grand pari parce que la République démocratique du Congo a hérité de l'organisation des Jeux simplement en 2 ans. Et donc tout ce que vous avez pu voir, que ce soit au stade de Martyrs, au stade Tata Raphaël ou à l'Uniki, d'autres bâtiments sont sortis des terres. Et donc c'est l'occasion de dire un merci à tous ces compatriotes et à toutes ces sociétés qui se donnent corps et âme. Et nous espérons que les athlètes qui viendront pourront être bien accueillis et que les Jeux pourront être organisés dans des conditions modernes. Je dois rappeler ici que certains sites ont connu du retard. Vous étiez au stade des Martyrs. On a refait par exemple tous les tartans qui a été à la demande de la Fédération Wallonne, je pense, et de la Fédération Française des Cyclistes, parce qu'il était question d'adapter les conditions des participations à cette compétition aux conditions modernes de ce qui se fait ailleurs. Et nous avons fait un effort pour correspondre aux standards internationaux. Sur les sites visités, il y avait non seulement des ouvriers en train de travailler, mais également des athlètes et artistes qui s'entraînaient. Christophe Lutundula est vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la francophonie. Il était également de la partie le jeudi lors de la ronde de ces sites. Pour les chefs de la diplomatie congolaise, les délégations qui ont accepté de venir participer à ces 9e Jeux de la francophonie ont fait preuve de solidarité envers le peuple congolais. Une solidarité qui devra se manifester également de l'intérieur. Pour nous, le 9e jeu, ce sont les jeux de la solidarité. Solidarité au niveau international. Le Congolais a lancé un appel à la solidarité. Être ici, c'est renforcer la famille francophone. C'est être en conformité avec les valeurs de la francophonie, dont la solidarité. Solidarité nationale, nous qui sommes à Kinshasa, nous devons faire un signe fort à nos compatriotes qui sont dans l'insécurité, que les pays existent, les autorités existent, les chefs de l'État, le gouvernement, le Parlement, toutes les administrations, et que nous occupons des choses de la République comme il se doit. Sur les différents sites, les ouvriers sont à la tâche matin et soir. Ils ne laissent nulle place où la main ne passe et repasse. Ils travaillent durement pour offrir les meilleures conditions aux athlètes et artistes. Pour rappel, le 9e jeu de la francophonie vont se dérouler du 28 juillet au 6 août 2023. Certaines délégations sont déjà arrivées, les autres vont arriver au fur et à mesure. En dépit des difficultés rencontrées, les autorités congolaises veulent offrir les meilleurs jeux qui soient. Parlons élection à présent. L'honorable Cyprien Iyamoulémié Barago, président de la cellule UDPS Bumba, située sur la route Kinshasa à Sangamamba, dans le district de la Lukunga, a organisé une matinée politique en son siège en présence de cadres notables et leaders de l'UDPS des différents quartiers pour confirmer aux combattants, hommes politiques tant nationaux qu'internationaux, la réélection du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Laetitia Moulalou pour plus de précision. L'honorable Cyprien Iyamoulémié Barago a organisé une matinée politique au siège de cellule UDPS Bumba dans le district de la Lukunga en présence des cadres, notables et leaders de l'UDPS des différents quartiers. L'objectif de cette matinée politique était de confirmer la réélection du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à l'élection présidentielle.
L'objectif est clair, si vous avez bien suivi, c'est d'abord faire élire le président de la République au deuxième mandat. Je voudrais que l'entité que je dirige, puisque je suis président de l'IDPS, de la cellule Bumba, je voudrais que mon entité puisse élire à 100% Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisqu'il le mérite. Et enfin, je me suis présenté aussi comme candidat député national pour que je puisse, tant soit peu, l'accompagner comme les autres députés qui seront avec nous à l'hémicycle. Tout a commencé par la prière, hymne du parti, puis la locution de l'homme puissant, honorable Cyprien Iyamule Miebarago, suivi de la présentation des invités et membres du parti par le coordonnateur, avant de passer à une autre étape, celle de présenter l'incontournable Cyprien, l'unique candidat de Lukunga à la députation nationale, et l'inoxydable Félix Aoudi Essao, unique candidat de Lukunga à la députation provinciale. Au cours de cette matinée politique, l'honorable Cyprien Barago a remercié le chef de l'État pour ses actions, je cite, la réhabilitation de la route Kinshasa à Sangamamba, la réhabilitation des routes de dessertes agricoles, la construction des écoles et la gratuité de l'enseignement primaire. Il a également interpellé le DG de la Régie des eaux en dénonçant les inondations et les mauvaises tuyauteries d'eau qui détruisent les routes. Enfin, la cérémonie s'est clôturée par l'annonce de Madame Béatrice, présidente de section, d'une formation à venir qui sera organisée pour toutes les femmes dans le but d'apprendre à la femme de Sangamamba quoi faire pour être autonome dans différents domaines, une opportunité à ne pas rater. S'en est suivi d'un cocktail pour agrémenter la dite activité. Toujours en rapport avec le processus électoral, à 3 jours de la fermeture des bureaux de réception et de traitement des candidatures BRTC en sigle, le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI a constaté la faible participation des candidats à cet exercice. Denis Kadima a pour se faire rappeler qu'il n'y aura plus un autre report en dehors de 7 jours déjà accordés, dont la date limite est prévue pour ce dimanche 23 juillet 2023. Suivez. Après avoir effectué une tournée dans 2 bureaux de réception et traitement des candidatures BRTC situés dans les antennes de Njili et Kalamu à Kinshasa, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, dit avoir constaté un faible engouement de candidats à l'élection des députés nationaux malgré la prolongation de 7 jours accordée aux partis et regroupements politiques. Denis Kadima a rappelé que la CENI a mis en place les dispositions nécessaires pour que le candidat n'ait pas à faire trop d'acrobaties en ce qui concerne les démarches administratives. Et nous attendons que les candidats viennent présenter leur dossier. Et je constate quand même avec surprise que les candidats ne viennent pas en masse alors que la date limite est déjà dépassée. Nous avons prolongé justement pour leur accorder du temps. Mais il semble qu'il y en a qui pensent qu'il y aura un système de jetons et ils pourront passer plus tard. Il n'y a pas ça. Mais ça, c'est vraiment un effort qu'on a fait. Ça signifie que nous allons devoir travailler beaucoup plus pour récupérer les jours qu'on leur a accordés. La Commission électorale nationale indépendante a prorogé de 7 jours, du 16 au 23 juillet 2023, le délai consacré au dépôt de candidatures pour l'élection des députés nationaux. Au cours de cette dernière semaine, le BRTC n'ont toujours pas connu d'engouement. Plusieurs partis et regroupements harmonisent encore leur liste. D'autres, par contre, ne se sentent pas concernés. Voilà pour cette actualité. Je reviens vers vous, Monsieur Mike Issem. Je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif de l'ECD FUNA. Vous venez de suivre Denis Kadima. Malgré la faible participation, le train est déjà en marche. Visiblement, Denis Kadima n'a pas l'intention de faire marche en arrière. Quelle est votre réaction? En tout cas, M. Vini, j'aimerais dire à la population congolaise et congolais, quinoise et quinois en particulier, que M. Kadima est en train de faire une vaste blague. Est en train de faire vraiment une vaste blague parce que, considérant les 3 cycles électoraux précédents et vu l'opacité de l'opération de l'identification et d'enrôlement telle que menée par la CENI de M. Kadima, nous ne pouvons pas laisser organiser en RDC des élections avec un fichier corrompu. C'est ça même
l'objet de notre combat aujourd'hui. C'est ça même la quintessence de notre démarche. Donc, aujourd'hui, vous voyez M. Kadima en train de sillonner les BRTC pour aller chercher des candidats. Vous êtes là avec moi. On se rend compte de l'effectivité, mais pas pour non, il est allé chercher les candidats. Les gens ne viennent pas. Même l'IDPS n'a pas déposé les candidatures. Vous exigez la révision du fichier électoral. Nous sommes à 5 mois de la tenue des élections. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'une démarche ambiguë? Non, nous n'exigeons pas la par rapport au délai. Nous exigeons l'audit du fichier électoral. Nous exigeons l'audit du fichier électoral. C'est-à-dire quoi? Telle que la situation se présente maintenant, il n'y a que M. Kadima qui connaît le contenu de l'actuel fichier électoral. Alors que, vu ce qui s'était passé lors de l'opération d'enrôlement, où nous avons soulevé plusieurs irrégularités, où il y a eu des machines entre le maire des députés de l'Union sacrée, les enquêtes étaient ouvertes, mais jusque-là, aucune suite. Nous avons dit, nous n'allons pas déposer nos candidatures tant que le fichier électoral ne sera pas audité par un organisme indépendant et réputé. Ce n'est pas l'aventure que M. Kadima venait de faire. Il prend ses copains de Mozambique, de Malawi, tout ça, et même un informaticien d'un hôpital de la place ici comme étant expert. Et il fait auditer un fichier de 49 millions pendant 5 jours. Voilà, concrètement, justement la question que je vais vous poser, concrètement, de manière technique, que reprochez-vous à ces fichiers alors que Moïse Katumbi, Délice Sanga, avec qui vous êtes en train de mener la lutte, sont pour les élections dans le délai? Martin Fayulu s'est retiré par rapport à ces fichiers. Techniquement, que reprochez-vous à ces fichiers électoraux? Nous ne pouvons pas parler des élections crédibles sans un fichier fiable. C'est ça. Nous exigeons les élections crédibles, transparentes, impartiales et inclusives. On peut parler d'enjeux politiques. Mais nos amis que vous venez de citer, voilà, entre autres Sanga et consorts, et ils disent qu'ils vont mener la lutte dans le processus. Nous leur avons dit oui, nous aussi nous sommes dans le processus. Ah, vous n'êtes pas exclus? Nous sommes dans le processus. Nous n'avons pas boycotté les élections non plus. Mais nous exigeons juste que l'on puisse auditer ces fichiers par un organisme. Si M. Kadima savait qu'à l'intérieur de ces fichiers, il n'y a pas d'effectif, il n'y a pas de majeur, parce que lui-même, hier, il a refusé qu'il avait enrôlé le mineur, mais par après avoir fait l'audit, il dit que non, voilà, nous venons de laguer dans le fichier électoral le mineur. Dans ces fichiers-là, le refus de M. Kadima d'auditer les fichiers nous fait comprendre que non, voilà, il y a des morts dans ces fichiers. Il n'y a personne qui connaît le contenu de ce fichier. Mais rappelez-vous, en 2017, il y a eu audit du fichier électoral. Mais malgré l'audit du fichier électoral par l'Organisation internationale de la francophonie, mais vous exigez toujours la vérité des urnes. Non, mais hier, au moins, il y a eu l'audit du fichier électoral, et puis c'était de manière transparente parce que toutes les parties prenantes ont participé dans cet audit-là. Mais que M. Kadima nous dise, l'audit qu'il venait de faire, est-ce qu'il y a eu des observateurs de l'opposition? Est-ce qu'il y a eu des observateurs de la société civile? C'est-à-dire, il a fait des choses selon lui. Et je vous l'ai dit aujourd'hui que non, le refus de M. Kadima, suite à nos revendications, suite à notre mémo que nous lui avons remis le 30 juin, son refus veut dire que non, il veut nous imposer une parodie d'élection. Raison pour laquelle ça ne passera pas. Voilà pourquoi, le mercredi, vous étiez venu au siège du National. Alors, nous allons revenir sur la question. Okay. L'audit du fichier électoral, la décision prise par Martin Fayulu, nombreux parlent d'une décision prise seule qui a occasionné d'ailleurs le départ d'Ados Ndombassi. Est-ce qu'à l'interne, il y a eu des consultations? Parce que Ados Ndombassi n'a pas relevé cette question. Je voulais revenir sur la campagne de mobilisation que Kadima est en train de faire pour chercher les candidats. Tu sais pourquoi il fait ça? Parce qu'il y a eu un mot d'ordre qui a été lancé par le commandant du peuple, le président Eli Martin Fayulu. Lorsque seulement le président a dit que nous n'allons pas déposer nos candidatures, même à l'Union sacrée, les gens ont peur d'aller déposer les candidatures. Avant de prendre cette décision, voilà, ce n'est pas une décision de Martin Fayulu, c'est une décision que nous avons prise dans l'ensemble, après plusieurs consultations. Avant même de se rendre aux États-Unis. Contrairement au dire d'Ados Ndombassi, qui faisait il n'est pas le seul. Au jour d'aujourd'hui, il y a bon nombre de députés qui nous ont quittés. Il n'y a pas seulement lui. Là, je parle d'une décision personnelle. Je vous dis, il vient de partir. Parce que
Ils pensaient que nous allons reculer. Nous, on a dit non, jamais. Nous ne pouvons pas déposer. Quelqu'un comme moi, je suis candidat. Bon, je peux dire potentiel candidat en fait. À la Funa. C'est Lemba ou Kalam ou par-ci par-là. Ma base m'a dit, mais nous voulons te voter. Mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas déposer? Je les ai dit, est-ce que vous allez accepter, vous, tel que vous me connaissez, l'espoir en qui vous mettez, vous allez voter plus de 10 000, 15 000, parce que moi je serai le député le mieux élu à la Funa. Vous allez déposer, vous allez voter plus de 5 000, 10 000 personnes en ma faveur, et quelqu'un, comme il y a déjà une liste qui était déjà préparée par l'Union sacrée, allez, on fait sortir quelqu'un qui n'était pas élu. Ça c'est pour créer les désordres après la publication des résultats. C'est pourquoi nous voulons des élections crédibles et aussi apaisées. C'est-à-dire, le président Martin dit ceci, si le fichier est fiable et que les élections sont inclusives, c'est-à-dire tout le monde participe dans ces élections, et que les résultats qui sortiraient des urnes vous allez accepter facilement, ferait que quelqu'un d'autre président, nous allons nous incliner à la volonté du peuple. Voilà, M. Mike Issem, je rappelle, vous êtes le secrétaire exécutif de l'ECD Funa. Je vous retiens un tout petit peu. Le parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, parti cher à Martin Fayoulou, a dans une correspondance signée par ce secrétaire exécutif provincial dont la copie est parvenue à votre rédaction, annoncé l'organisation dès ce samedi 22 juillet 2023 de manifestations citoyennes pour exiger l'application sans faille de l'article 64 de la Constitution. Vous suivez ces reportages. Mobilisation du peuple. Devant le cadre et militant de ces partis chers à Martin Fayoulou, le secrétaire exécutif de l'ECD sont restés droits dans leurs bottes. Pas d'élection sans un fichier électoral fiable. Au cours d'une conférence de presse qui a eu lieu au siège du parti, le secrétaire exécutif des 4 districts de la ville-province de Kinshasa ont lancé la campagne de mobilisation générale, entre autres l'organisation dès ce samedi 22 juillet 2023 de manifestations citoyennes, de mobilisation du peuple à l'activation de l'article 64 de la Constitution. Na mokolo ya samedi oyo lokola tolobi boye tokotie na maponami te soki batieli biso fichier malamu te yangwana biso eside na lamuka na commandant du peuple Martin Fayoulou tokotiende maponami te soki fichier malamu ezali te yangwana mokolo ya samedi na ngumba ya Kinshasa tozobanda campagne ya mobilisation pour l'article 64. À noter que cette campagne vise à refuter de manière ferme le fichier électoral de la Commission électorale nationale indépendante que Martin Fayoulou considère non fiable et propose la révision du fichier électoral. De son côté, la centrale électorale avait refusé la proposition de Martin Fayoulou qu'elle juge inopportune. Voilà, de retour sur ce plateau, vous venez de suivre donc le lancement de la campagne de mobilisation générale pour mettre en application l'article 64 de la Constitution. Quelle est d'abord votre réaction quant à ça? Oui, en tout cas, merci beaucoup. Si nous avons initié cette campagne, c'est toujours face au récit de M. Kadima de faire auditer le fichier électoral par un organisme indépendant. Nul n'est secret pour personne que M. Chilombo a déjà planté les décors en sa faveur. Il a sa cour constitutionnelle qui va certainement proclamer les résultats définitifs. La cour constitutionnelle ne proclame pas les élections définitives. J'ai dit les résultats définitifs. C'est sur base de vote. Attendez, non. On peut être clair sur ces je suis en train d'évoluer. Allez-y. J'ai dit ceci que non, M. Chilombo a déjà planté les décors en sa faveur. C'est-à-dire, il a sa cour constitutionnelle qui va les proclamer président de la République. Est-ce que vous n'avez pas peur des élections? Il a la CENI aujourd'hui qui est en train de préparer les braquages électoraux. Mais c'est fini. C'est que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. La crise généralisée qui s'est intensifiée aujourd'hui, c'est suite au braquage électoral de 2018. C'est pourquoi, pour s'en sortir, nous voulons des institutions issues de la vérité de Zirne. Vérité de Zirne, c'est quoi? C'est à l'issue des élections crédibles. On ne peut pas parler des élections crédibles avec un fichier de M. Kadima que moi et vous, on ne connaît pas. Ne soyez pas surpris. Même pour afficher les listes électorales, Kadima n'arrive pas. Parce qu'il sait que s'il affiche des listes électorales,
Nous, on a fait le monitoring. Il y a certains qui disent que non, voilà, nous avons eu 55 millions d'enrôlés. L'Église catholique dit que non, 50 millions. Kadi m'a dit 49 millions. Après, vous dites que ça devient 43 millions. Maintenant, mais la CENI, déjà, parmi c'est une institution indépendante. Pourquoi vous voulez seulement qu'il se réfère à l'Église catholique alors que dans la composition de confession religieuse, il n'y a pas seulement l'Église catholique? Non, mais dites-moi, une seule de confession religieuse, depuis que nous organisons des élections, qui envoie des observateurs? Personne. Il n'y a que l'Église catholique et l'ECC aussi qui envoie les observateurs. Est-ce que tu as déjà vu les observateurs des églises de réveil? Non. C'est-à-dire aujourd'hui, dans la société civile, c'est-à-dire il y a l'Église catholique et l'ECC qui peuvent nous aider à avoir quand même des éclaircissements concernant les résultats, les opérations en cours. Les autres confessions religieuses là, en tout cas, vous n'avez pas foi en ça? Non, c'est référent dans les 3 cycles électoraux passés. En tout cas, ils n'ont jamais fait cela. Parlons du lancement de campagne de mobilisation générale comparativement aux dernières manifestations initiées d'abord par votre parti SID, pour ne pas parler de la Mouka. Il y a eu pas beaucoup plus de mobilisation comme on l'attendait, les Martin Fayulu 2018. À ce stade, quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour faire entendre votre voix, d'abord à l'interne? Non, mais quand vous parlez de la mobilisation, mais la preuve est que M. Kadim aujourd'hui est en train de chercher des candidats pour aller déposer. Il y a moins de 10 partis politiques qui ont déposé leur candidature. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne, un seul leader à qui le peuple se retrouve, c'est le commandant du peuple, Martin Fayulu. Raison pour laquelle, c'est référent à son point de presse du 12 juillet. Nous, en tant que les exécutifs, avec mes collègues de Moamba, Tchangou et Lukunga, nous avons dit, nous avons la responsabilité de relayer le message que le président Eli a dit. Donc, l'aigle a parlé, il faut écouter la voix de l'aigle. Raison pour laquelle nous avons lancé la campagne de mobilisation. Qui débute déjà la campagne de mobilisation du peuple. C'est une campagne d'éducation, d'éveil de conscience citoyenne qui débutera déjà ce samedi. Donc, dans toutes nos 4 provinces politiques. Par exemple, chez moi, à la Funa, demain samedi, je vous invite de venir faire les rapportages. Vous allez voir comment est-ce que le peuple va s'exprimer demain. Qu'est-ce qui est prévu? À la base, qu'est-ce qui est prévu? Il y aura des matinées politiques dans toutes les provinces. Comme demain, nous aurons une matinée politique. On sera juste devant les sièges. Tous nos militants, de la base au sommet, tous nos candidats seront là. Et le mot d'ordre qui est lancé, c'est quoi, monsieur Vini? Nous lançons le mot d'ordre pour dire ceci. Il n'y aura pas d'élection en RDC sans un fichier fiable. Et conformément à l'article 64 de la Constitution, qui nous donne le droit de faire échec à toute forme de dictature, d'où qu'elle vienne, nous allons procéder à son activation. En 2011, Étienne Tshisekedi aussi avait refusé de participer aux élections malgré qu'il avait rejoint. Étienne Tshisekedi n'était pas dans le processus. Étienne Tshisekedi avait refusé et n'était pas dans le processus. Nous sommes dans le processus. Nous ne sommes pas comme les gens du FCC qui ne se sont pas fait enrôler. Nous sommes dans le processus. Si on ne voulait pas de ces élections, on n'allait pas envoyer le peuple d'aller se faire enrôler. Nous sommes dans le processus. Nous ne boycottons pas les élections, mais nous voulons des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées avec un fichier fiable, audité par un organisme indépendant à la matière, avec le délégué de toutes les parties prenantes. C'est ça la campagne que nous allons lancer demain. Et pour la précision et puis pour l'information, voilà, déjà le samedi prochain, le 29, nous serons dans la rue où nous allons organiser une grande marche de mobilisation qui va commencer quartier 3 de Massina jusque dans la commune de Ndjili au terrain Bouddha. Donc, marche, puis il y aura meeting par la suite. Donc, j'appelle la population déjà, dès demain, de venir massivement dans nos différentes matinées politiques. Et puis, le samedi, de se préparer parce que nous serons dans la rue. Pour nous, tout ce qui se passe là, ce sont des distractions. Voilà. Merci beaucoup, Mike Issem. Je rappelle, vous êtes secrétaire exécutif de l'ECD Funa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est à moi de vous remercier, M. Vini. Merci beaucoup.
président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé le jeudi 20 juillet 2023 au lancement officiel de travaux de construction de la cité de métier Moussala, située à l'Institut agricole de Montbéliard dans la commune de Limete à Kinshasa. Un projet qui va contribuer à préparer l'avenir professionnel de la population congolaise en général et de la jeunesse en particulier. L'ouverture officielle de la réunion du comité de ministres de la justice de la SADC a eu lieu le jeudi 20 juillet 2023 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le coup d'envoi a été donné par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde devant tout le ministre de la justice de pays membres de la SADC, certains en présentiel et d'autres en vidéoconférence et plusieurs autres délégations. Le compte à rebours est lancé. Kinshasa vibre déjà au rythme de jeu de la francophonie. Les infrastructures sportives seront livrées dans le délai, soit 5 jours avant le démarrage du 9e jeu de la francophonie prévu du 20 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, a rassuré le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwi. C'était là l'essentiel de l'actualité. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Bonne suite des programmes sur Mandico Télévision. Une pensée en écrit.